Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous sommes le dimanche 11 avril de l'année 2021. Pour les chrétiens catholiques à travers le monde, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Le dimanche où les chrétiens comprennent un peu mieux, découvrent un peu mieux la miséricorde du Christ envers ses disciples et la miséricorde du Christ envers l'humanité tout entière. C'est le dimanche, on peut dire, de la paix, parce que Jésus ressuscité rencontre ses disciples pour la première fois et sans leur faire de reproche, il leur dit: la paix soit avec vous. Shalom Aleichem. Et c'est ce jour béni, ce jour spécial, que j'ai choisi pour pouvoir commencer une série d'entretiens ou de conférences sur le thème de bâtir une union africaine des peuples. Je vous salue encore. Je suis Louison Emeric Bissila Mila, prêtre de la congrégation du Saint-Esprit, travaillant depuis septembre de l'année 2019 à Addis Abeba en Éthiopie en tant qu'aumônier de l'aumônerie catholique auprès de l'Union africaine, l'aumônerie Saint Jean-Paul II. Donc aujourd'hui, ce programme est diffusé aussi bien sur mon compte Facebook que sur ma chaîne YouTube. Et ça vient pour la chaîne YouTube depuis Zoom. Donc le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est bâtir une Union africaine des peuples. Pourquoi une Union africaine des peuples s'impose-t-elle ou est-elle nécessaire? Ça, c'est ça que nous allons essayer de découvrir, ou du moins de poser les jalons. Et à l'arrière-plan de cette conférence se trouve aussi la question de l'utilité de l'Union africaine en tant qu'institution panafricaine ou en tant qu'institution continentale. À quoi sert l'Union africaine? Est-elle vraiment une institution utile? Ou bien on ferait mieux de s'en passer? Donc ça, c'est à l'arrière-plan de notre réflexion de ce jour. Sans plus tarder, nous allons commencer par présenter d'où nous vient l'idée de pouvoir aborder ce sujet. Pour beaucoup d'Africains, chers amis, vous qui vous connectez ou qui vous joignez à cette conférence depuis l'Afrique ou depuis d'autres continents, pour beaucoup d'Africains, disais-je, l'Union africaine, dans sa forme actuelle, serait éloignée des préoccupations réelles des Africains. Beaucoup d'Africains s'imaginent l'organisation continentale comme une institution pour les chefs d'État et de gouvernement, pour les ministres, les diplomates, les technocrates, dont les résultats concrets en matière de paix et de sécurité, de développement, de promotion de la démocratie, de l'éducation et de la santé sont presque nuls. Il suffit simplement de constater le phénomène suivant. Moi, je l'ai constaté plusieurs fois lorsque l'Union africaine organise un événement en ligne, sur sa page Facebook par exemple,
Il suffit d'aller voir les commentaires les plus récurrents, ou du moins un type de commentaire assez récurrent. Ces commentaires sont souvent très négatifs et très virulents contre l'Union africaine. Il y a des gens qui écrivent pendant que, par exemple, se déroule une conférence sur la vaccination en Afrique, ou bien d'autres événements sponsorisés par l'Union africaine. Les gens écrivent institution inutile, useless union, beaucoup de choses comme ça. Et ça, ce sont des commentaires venus d'Africains. Donc, ces Africains ont l'impression que cette institution ne sert absolument à rien. Que s'il y avait la possibilité de pouvoir retirer leur pays de cette institution pour pouvoir garder de l'argent en devises étrangères pour le pays, ce serait vraiment la solution la plus juste qui soit ou la plus équitable pour leur pays. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques vis-à-vis de l'Union africaine. Donc, pour eux, ce serait une institution inutile, qui ne contribue pas significativement à la prospérité de ces États membres. Et nous allons essayer de voir quelles sont quelques raisons qui peuvent amener des Africains à douter de l'utilité de l'Union africaine. Quelques raisons. Et à partir de là, je lancerai le débat pour les prochaines conférences. Je lancerai l'invitation à pouvoir débattre avec d'autres personnes, ou du moins à pouvoir accueillir ou recevoir les propositions des autres. Donc nous allons essayer de prendre point par point. Prenons le point numéro 1. Parmi les points qui amènent les gens à pouvoir douter de l'utilité de l'Union africaine. Point numéro 1, la libre circulation des personnes et des biens. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Donc, malgré tous les sommets de l'Union africaine et tous les discours sur la renaissance africaine, les Africains sont loin de se sentir chez eux sur toute l'étendue du territoire de leur continent. La libre circulation des personnes et des biens, qui est pourtant au cœur du traité instituant la communauté économique d'Afrique, ou le traité d'Abuja de 1991, n'est pas une réalité partout. Trop souvent, les Africains se plaignent d'être victimes de toutes sortes de tracasseries par les services d'immigration des pays africains qu'ils veulent visiter. Parfois même bien plus que les ressortissants des autres continents. Beaucoup d'Africains en font l'expérience. Ils veulent se rendre dans un pays africain, soit pour le tourisme, soit pour visiter des amis ou bien en vue chercher du travail, soit même pour des études ou carrément s'installer là-bas. Il y a beaucoup de tracasseries au niveau des services d'immigration. Beaucoup de complications pour circuler sur l'étendue du même continent. Par contre, on peut constater que des Européens, des Asiatiques, des personnes d'autres continents, quand ils viennent en Afrique, ce leur est plus facile même, plus facile pour eux d'aller en Afrique, d'entrer en Afrique, qu'aux Africains d'aller ou de se déplacer sur leur propre continent. Le passeport africain, on en a parlé pendant des années, qui avait été, que tout le monde espérait, qui allait permettre aux Africains de pouvoir se déplacer sur toute l'étendue du continent. Ce passeport africain, où est-il? Ce passeport africain n'est pas dans la main des Africains maintenant. Contrairement par exemple à l'Union européenne, où il y a un passeport européen, c'est marqué Union européenne, et puis en bas c'est marqué le nom du pays
du pays membre de l'Union européenne. Mais le passeport africain n'est pas dans la main des Africains. Le projet existe, il a fait beaucoup d'avancées, mais ce passeport africain n'est pas dans la main des Africains. Donc ça, c'est quelque chose qui montre que sur la question de la libre circulation des personnes, en tout cas avec le passeport africain, on ne trouve pas ça. Il n'y a pas ça. Donc on ne peut pas circuler librement à travers les 55 États membres qui constituent l'Union africaine. Aujourd'hui même encore, force est de constater qu'il est plus facile aux citoyens d'un État africain de se rendre en Chine, en Amérique du Nord, en Europe, plutôt que d'immigrer vers un certain nombre de pays africains. C'est drôle, c'est curieux. C'est plus facile dans bien des cas d'aller en Chine, plutôt que d'aller dans un autre pays africain. Donc il n'y a pas de passeport africain et il y a beaucoup de tracasseries. Now, il y a aussi la question de la circulation des biens qui est un véritable casse-tête pour bon nombre d'Africains. Et surtout des Africains qui veulent investir dans d'autres États africains. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées dernièrement avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange de la communauté africaine. Mais le fait est que, en l'absence d'un réseau routier transcontinental, il est difficile, voire impossible, de s'approvisionner en produits agro-industriels importants pour la vie économique de différentes localités africaines. Comment est-ce que je vais quitter tel pays pour aller vendre mes produits ou bien m'approvisionner s'il n'y a pas de véritable route transcontinentale qui permet de relier les grandes villes africaines ou les grands centres économiques africains? Donc même si sur le papier, il y a l'accession à la zone de libre-échange, mais où sont les routes? Où sont les routes qui vont permettre à quelqu'un de se déplacer facilement de la République démocratique du Congo en allant vers le Nigeria? Donc il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau routier transcontinental. Et donc il est difficile pour les hommes et femmes d'affaires de pouvoir faire circuler leurs biens ou de pouvoir s'approvisionner. Et donc ça, c'est encore une difficulté. Et on constate aussi dans ce domaine qu'il est bien souvent plus facile à une entreprise appartenant à des non-africains d'obtenir une licence d'opération qu'à celle dont les propriétaires sont des frères ou sœurs africains. Quelqu'un viendrait de l'Europe proposer des marchés dans certains pays. En tout cas, il aurait plus de facilité pour pouvoir gagner le marché. Quelqu'un viendrait d'un autre pays africain pour vouloir investir dans un autre pays africain. En tout cas, on lui multiplie tous les problèmes du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui montre que, en tout cas, sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, nous sommes très loin d'avoir ce qu'on appelle une Union africaine. Une Union africaine. C'est-à-dire que sur ce point-là, oui, l'Union africaine existe sur le papier, mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc ça, c'est un élément que beaucoup de gens font ressortir pour dire que, en tout cas, cette Union africaine n'est pas encore une réalité dans notre vie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est celui de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc ça, c'est devenu comme un dogme de l'Union africaine, à savoir celui de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Ce principe veut simplement dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec le morcellement de l'Afrique issu de la conférence de Berlin du 19e siècle, on ne peut pas repartir aussi aux frontières supposées des royaumes africains, des territoires africains, avant la colonisation. Pourquoi? Parce que ça risque d'entraîner du chaos partout, où chacun pourrait dire que moi, à l'époque, avant la colonisation, mon territoire s'étendait jusque dans la moitié de tel autre nouveau pays. Et je vais récupérer cela. Et avec la force militaire, on récupère ces territoires supposés nous appartenir. Donc, pour éviter qu'il y ait ce chaos, alors on s'en est tenu à ce principe-là. Donc, celui de l'intangibilité, on ne bouge pas les frontières, on les accepte telles quelles, quitte à promouvoir une meilleure coopération entre nous, entre États africains, quitte à reconnaître la parenté de part et d'autre des frontières. Donc, alors que l'on croyait qu'avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963, devenue Union africaine en 2002, alors qu'on croyait que le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation serait respecté, ce n'est un secret pour personne que des armées de pays africains envahissent impunément des territoires d'autres États membres de l'Union africaine, semant désolation et la mort. Voilà quelque chose qui arrive aujourd'hui en Afrique. Et ça, il suffit simplement de prendre comme exemple la République démocratique du Congo, dont le président est l'actuel président de l'Union africaine. Lui-même en parle et d'autres aussi en parlent. Qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il n'est pas rare de voir que beaucoup de voisins ne respectent pas ou semblent ne pas respecter le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ce n'est pas moi qui en parle, il suffit simplement d'aller écouter ce que les autorités de la République démocratique du Congo disent au niveau de l'Est. Mais il n'y a pas que là-bas. C'est le même problème qu'on peut retrouver aussi au niveau de la Corne de l'Afrique ou au niveau de l'Afrique du Nord-Est. Il y a des débats, des conflits sur des frontières supposées. Tel pays accusant tel autre d'envoyer des troupes sur son territoire. Donc, ça c'est un problème. Juste une seconde. Le temps de se reconnecter. Ok, c'est bon, ça va venir. Voilà, je reviens sur la question de l'intangibilité des frontières. Voilà. Donc, sur la question de l'intangibilité des frontières, donc voilà, il y a un véritable problème. Il y a des pays qui se permettent d'envoyer leurs armées dans le territoire d'un autre pays. Et cela entraîne la désolation, cela sème la mort. Et donc, le principe sur lequel l'Union africaine est bâtie n'est pas respecté, n'est pas toujours respecté. Et donc, ça c'est déjà aussi un point qui montre que cette union-là est problématique. Je continue. Troisième point, c'est celui de la violation massive. La violation massive des droits humains. Vous voyez, ce jour-ci se déroule aux États-Unis le procès des assassins
du noir américain ou de l'Africain américain George Floyd. Nous savons comment est-ce que sa mort a choqué beaucoup de gens à travers le monde. Sa mort l'année dernière. Ça a choqué beaucoup de monde. Une mort filmée sur caméra. Ça a choqué les Africains au sein du continent, mais ça a aussi choqué des gens dans le monde entier. Et on a eu beaucoup de protestations, de mouvements de protestation, dans le sillage de ce mouvement qui est appelé aux États-Unis Black Lives Matter. Ça oui, on en a parlé. Et on le sait, et ces jours-ci se déroule le procès des assassins, des policiers qui ont contribué à la mort directe de George Floyd aux États-Unis. Ça c'est vrai, ça a choqué. Mais, les amis, des milliers d'Africains sont victimes de racisme, de xénophobie, sont victimes de racisme, de xénophobie, d'esclavage moderne à l'intérieur de leur propre continent. Et en dépit des missions diplomatiques africaines qui sont bien renseignées sur ces fléaux, tout se passe comme si tout était normal. Tout se passe comme si c'était normal. De temps en temps, oui, on a eu des dirigeants africains critiquer les brutalités policières aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du continent? Beaucoup d'Africains sont vendus esclaves modernes dans d'autres pays africains. Beaucoup sont en train de mourir comme des insectes, comme des animaux, dans le désert du Sahara ou bien dans la mer Méditerranée. Beaucoup sont victimes d'actes de xénophobie dans différents pays. Beaucoup se font renvoyer, refouler des frontières sans respect de leurs droits. Ils peuvent avoir vécu dans un pays africain pendant des années, mais ils se font refouler comme des personnes qui n'y ont jamais passé une semaine. Cela se passe sous nos yeux. Cela se passe en Afrique et c'est bien documenté. Mais c'est devenu comme si c'était normal. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se déroule contre des Africains ou des négro-africains ou des Noirs aux États-Unis ou en Europe, alors on se mobilise à critiquer ces pays ou bien ces gouvernements qui laissent de telles choses arriver. Mais au niveau du continent, c'est devenu normal. C'est devenu normal que des populations entières soient condamnées à vivre dans des conditions vraiment infra-humaines. On s'habitue, on s'est comme habitué à l'horreur ou bien à la souffrance ou à l'esclavage de nos propres frères et sœurs africains. Donc voilà déjà quelque chose qui montre qu'il y a un problème avec notre Union africaine, avec notre manière de comprendre l'union qui est la nôtre, ou qui doit être la nôtre. Donc ça c'est vraiment un problème grave. Les violations massives des droits humains, le manque de respect des droits des réfugiés et des migrants en Afrique. Quatrième point, chers amis, qui nous montre que nous avons encore un grand problème avec ce que nous appelons Union africaine. C'est le fait que beaucoup d'Africains ne se considèrent pas africains. Je répète, beaucoup d'Africains ne se considèrent pas africains. Ils rejettent leur identité africaine. Sur le papier, l'Union africaine
est composé de 55 États membres. 55 États membres. Ça, c'est sur le papier. Et tous ces États-là sont invités à participer à travers leurs représentants à des activités de l'Union, à des sommets, en particulier la grand-messe de janvier ou de fin janvier, début février, les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Il y a aussi un autre sommet vers juillet. Mais il y a beaucoup d'activités. Et chaque État membre est invité. Et habituellement, les États membres participent à ces sommets. Mais force est de constater que, dans bien des cas, le pays fait partie de l'Union africaine, mais une bonne partie de la population de ce pays dit « Moi, je ne suis pas africain. Nous ne sommes pas africains. » Maintenant, comment pouvoir construire une Union africaine avec des gens qui ne se disent pas africains, qui refusent catégoriquement, qui refusent catégoriquement d'être africains. Ils se disent que ça ne nous regarde pas. Donc, ça c'est un phénomène que nous rencontrons souvent au niveau du continent. Parfois même le paradoxe c'est que à l'extérieur du continent, on rencontre des afro-descendants qui sont fiers de pouvoir porter l'adjectif africain sur leur identité. Nous le voyons parfois avec nos frères et sœurs partis en Amérique qui viennent comme en pèlerinage sur le continent, que ce soit à Elmina Castle au Ghana, que ce soit par exemple au Sénégal, à l'île de Gorée, que ce soit au Bénin, au Gabon, dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui reviennent. Dernièrement, j'étais parti, en 2018, j'étais à Zanzibar, donc en Tanzanie, Zanzibar, l'île, l'archipel semi-autonome qui fait partie de la République unie de Tanzanie. Et là-bas, à Zanzibar, on avait rencontré des Jamaïcains, des gens venus pour savoir ce qui leur est arrivé. Donc, ils n'ont pas honte de pouvoir se dire africains. Mais sur le continent africain, où parmi les 55 États membres de l'Afrique aujourd'hui, il y a de ceux qui disent « nous ne sommes pas africains ». Et lorsqu'ils rencontrent, mettons par exemple quelqu'un d'un pays d'Afrique, ou d'un pays d'Afrique subsaharienne, ou bien d'Afrique noire, on dit, ah, comment vous là-bas en Afrique? Mais il y a même aussi des Noirs africains qui, lorsqu'ils parlent du continent ou des autres, disent, en Afrique, chez vous là-bas, comment ça se passe en Afrique? Donc voilà déjà un problème qui fait en sorte qu'on peut véritablement se poser la question de ce que l'on est en train de bâtir. Il y a des Africains qui sont africains sur le papier, qui rejettent catégoriquement toute idée d'identité africaine ou d'être considéré comme africain. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point que j'aimerais faire ressortir ici, qui montre aussi que nous avons un problème avec notre union actuelle, ce sont les lacunes dans la promotion de la culture africaine. Dans le domaine de l'éducation, le constat est que l'enseignement de l'histoire du continent dans une perspective africaine, la promotion des cultures africaines, ainsi que l'apprentissage des langues d'Afrique sont loin d'être ce qu'on attend des peuples qui ont subi des siècles d'esclavage et de colonisation de la part de ressortissants d'autres continents. Vous voyez, dans la plupart des États africains,
les élèves et étudiants sont largement ignorants de l'histoire et de la géographie de leur propre continent. Beaucoup sont très ignorants de l'histoire et de la géographie de leur propre continent. Il y a des élèves et étudiants africains aujourd'hui qui connaissent 1000 fois mieux l'histoire de l'Europe ou de la France, de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, des États-Unis, que l'histoire des grands empires africains, que l'histoire de l'Afrique, tout simplement. Et puis, la plupart des manuels que nous sommes en train de lire, ce sont des manuels écrits par ceux-là même qui ont contribué à enfoncer l'Afrique dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Donc, l'histoire de l'Afrique dans une perspective africaine, bon, qui soit une histoire scientifique, mais qui ne soit pas la glorification de la présence des ressortissants des autres continents sur le continent, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Combien d'Africains aujourd'hui ont connaissance de l'Égypte pharaonique et de sa connexion avec le reste de l'Afrique négro-africaine? Combien d'Africains aujourd'hui ont connaissance du Soudan ou de l'Éthiopie, avec ces civilisations comme celles qui ont émergé à Aksum? Combien d'Africains aujourd'hui ont connaissance des grands empires ou des grands royaumes, du Mali, du Ghana, le royaume Congo, l'histoire du Zimbabwe? Ça, c'est déjà un problème. On n'est pas intéressé à enseigner à nos enfants et à nos étudiants l'histoire de leur propre continent. Et du coup, on a honte de se dire africain parce que justement on ne sait pas ce que l'Afrique a apporté à l'histoire de l'humanité. On se fait insulter, comme qui dirait par Nicolas Sarkozy à Dakar, en disant que voilà, l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire et on prend cela comme étant de la science. Et on se dit que s'il n'y avait pas l'Europe, on ne serait pas ce que nous sommes devenus. Et pourtant, l'histoire est là, que tout le monde peut vérifier, qu'avant la pénétration européenne sur le continent à travers la traite négrière et la colonisation, l'Afrique avait atteint un haut niveau d'avancée scientifique, technologique, philosophique, religieuse sur pas mal de sujets, pas mal de points. Ça, c'est quelque chose que les gens ne remettent pas en cause. Ceux qui ont étudié, ils savent. Donc ça, c'est déjà un problème que nous avons. Nous avons un problème, par exemple, de l'apprentissage de nos langues. Là, je suis obligé de pouvoir communiquer en français parce que c'est un des médiums pour pouvoir atteindre le plus de gens. Mais nous avons le phénomène suivant. Dans beaucoup de pays africains, on n'apprend même pas, on n'étudie aucune langue locale à l'école, n'en parlant même pas à l'université. Tout se fait en langue étrangère. Vous arrivez dans beaucoup de parlements africains, même là où il y a soi-disant de langue nationale, mais les débats se font en français. Les débats se font en français. Les chefs d'État s'expriment en français ou en anglais, mais pas dans la langue du pays. Même lorsque cette langue est largement parlée. Donc ça aussi c'est un problème où on se dit, mais finalement, quel est le problème que nous avons avec nos langues? Il y a aujourd'hui en Afrique des parents qui tapent, qui battent leurs enfants parce que leurs enfants s'expriment en public en langue maternelle ou en langue locale. Et on oblige l'enfant à s'exprimer en français.
Un enfant qui parlerait en langue maternelle devant beaucoup d'autres personnes, il fait honte et on se moque de cet enfant. Et ne parlons même pas de beaucoup de parents ou de beaucoup d'Africains qui sont nés en dehors du continent, bon voilà, ou qui sont arrivés sur d'autres terres à l'âge très jeune. Ils n'ont plus contact avec la langue de leurs parents et grands-parents. Alors que, sous d'autres cieux, on développe des programmes en ligne pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir parler couramment la langue maternelle, la langue du pays. Sous d'autres cieux, ces enfants-là croient qu'ils sont devenus européens ou américains et que s'exprimer en langue locale, c'est une honte. Et voilà comment est-ce que beaucoup d'Africains subissent un lavage de cerveau. Donc, ils n'arrivent plus à parler leur langue ou bien ont honte de pouvoir s'exprimer en langue locale. Vous trouverez facilement aussi le phénomène suivant en Afrique. Il y a des centres culturels français, British Council, centre culturel russe, centre culturel turc, centre culturel américain, et les Africains y vont. Mais où est-ce que tu vas trouver un centre culturel Congo, un centre culturel Yoruba, un centre culturel Teke, un centre culturel Malinké, un centre culturel Mossi? Où vas-tu trouver ces centres culturels? J'ai oublié les Chinois aussi d'ailleurs. Il y a des centres culturels chinois où tout le monde, où beaucoup de gens veulent aller apprendre le chinois parce qu'ils veulent aller en Chine. Mais où sont les centres culturels africains? Où sont les centres culturels où quelqu'un du pays peut aller apprendre quelque chose d'une tribu ou d'une ethnie de ce même pays? Où sont-ils? Où sont-ils? Vous voyez l'un des paradoxes que nous avons sur notre propre continent. Où sont les centres culturels bantous? Où sont les centres culturels Peul? Où sont les centres culturels Haoussa? Où sont les centres culturels Bassa? Pas juste pour ceux qui appartiennent ou s'identifient à ces groupes, mais où les Chinois aussi vont aller apprendre la langue africaine ou la culture africaine. Nous, nos partenaires diplomatiques, qu'ils soient français ou britanniques, oui, ok, mettent de l'argent pour que nous puissions aller apprendre leur langue, promouvoir leur langue dans nos pays. Mais depuis quand viennent-ils promouvoir des centres culturels locaux, des centres culturels africains, et eux-mêmes viennent pour pouvoir y apprendre, y étudier l'histoire et les civilisations africaines telles que nous le faisons en allant au centre culturel chinois, américain, British Council ou bien centre culturel français. Voilà, ça c'est aussi un autre problème avec l'Afrique. Donc ça c'est le 5e point. Donc les lacunes dans la promotion des langues de la culture africaine. Et c'est bien d'ailleurs que cette année, le 34e sommet de l'Union africaine est choisi comme thème l'art, la culture et le patrimoine, comme étant ces leviers-là pour construire cette Afrique que nous voulons. L'art, les arts, la culture et le patrimoine. Mais là, nous avons un problème avec la culture. Nous avons aussi, comme dernier point que je voudrais énumérer ici, c'est celui des problèmes que l'Afrique
continentale a avec sa diaspora. Oui, l'Union africaine actuelle est subdivisée en six régions. Il y a 6 régions qui constituent l'Union africaine. Donc, il y a d'abord, suivant les points cardinaux, il y a the Northern Region, la région nord, septentrionale, le nord. La région australe, donc le sud. Il y a la partie orientale et la partie occidentale et le centre. Donc, c'est comme ça que l'Union africaine se subdivise. Ça, c'est par rapport au continent. Donc, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Mais il y a une 6e région, c'est celle qu'on appelle la diaspora africaine, la diaspora. Et la diaspora africaine, ce sont tous les Africains où qu'ils soient, dans n'importe quel continent. Ça, c'est la diaspora. Maintenant, le problème, c'est que ça ne marche pas toujours avec la diaspora. C'est vrai qu'il y a, comme j'en ai parlé précédemment, qu'il y a des Africains ou des afro-descendants, ceux qui sont des descendants de populations africaines installées sur l'autre continent, qui ont vraiment à cœur de revendiquer leur identité africaine, leur héritage africain. Mais il y a d'autres diasporas africaines qui ne veulent surtout rien apprendre, ou qui ne veulent rien de tout savoir, qui sont africains ou bien qui ont quelque chose avec l'Afrique. Il y a même le problème où il y a des afro-descendants qui voient très mal les Africains du continent en disant « c'est vous là qui nous avez vendus comme esclaves. Si vous ne nous avez pas vendus esclaves auprès des Européens, nous ne serions pas arrivés là. » Donc voilà, des gens, 5 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 2 siècles après l'esclavage, qui s'accusent mutuellement pour des choses dont ils n'ont aucune responsabilité. L'Africain d'aujourd'hui n'a aucune responsabilité vis-à-vis de l'Antillais ou du Jamaïcain ou bien d'autres Noirs qui se retrouvent par exemple dans notre continent. Ce sont il faut étudier le problème, son contexte historique, ce qui s'est passé à cette époque. Mais on fait porter la responsabilité à des gens qui ont été eux-mêmes aussi victimes, du moins leurs ancêtres, de l'esclavage et de la colonisation. Parce qu'une maman qui est restée en Afrique, qui a vu ses enfants s'en aller, ce n'est pas parce qu'elle est restée qu'elle ne souffre pas de cette séparation. Les autres membres de la famille élargie qui ont vu leurs frères et sœurs être arrachés devant eux, ce n'est pas pourtant qu'ils s'en réjouissaient. Mais aujourd'hui, on trouve des faux débats. Que vous tous, comme groupe là, c'est vous qui nous avez vendus. Oui, donc, il y a ces méfiances entre communautés africaines, c'est-à-dire que entre l'Afrique et sa diaspora. Mais il y a aussi un autre problème avec l'Afrique et sa diaspora à ce niveau-ci. Il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans des pays ou des territoires où il y a beaucoup d'afro-descendants. Mais qu'ont fait les dirigeants africains pour venir en aide à ces territoires ou à ces pays? Regardons par exemple Haïti. Haïti, c'est vraiment, pourrait même être considéré comme le 56e État de l'Union africaine. Parce que Haïti, c'est d'un point de vue historique, culturel, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup d'affinités avec des peuples que nous avons au Bénin, au Togo, au Nigeria, en tout cas dans cette partie de l'Afrique. Un Haïtien,
c'est vraiment on pourrait dire que c'est vraiment un Africain, un Africain. Du point de vue de l'histoire, du point de vue de la culture, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a des recherches qui ont été faites sur ce domaine. Mais quelle est la contribution des États membres ou bien de l'Union africaine à venir en aide à nos frères et sœurs d'Haïti? Qu'est-ce que nous leur apportons comme développement? Bien souvent, quand il y a des catastrophes, ce sont les Européens, les Américains, les Chinois et bien d'autres qui vont aider nos frères qui sont dans cette partie du monde-là. Mais, nous qui sommes sur le continent, c'est comme ce n'est pas intéressant. On préfère souvent donner des opportunités d'investissement, comme je l'ai dit, à des Européens, à des Américains, à des Chinois, à des Indiens. Mais est-ce que vraiment il y a une volonté de pouvoir se rapprocher et même de pouvoir intégrer les afro-descendants? Donc ça aussi, c'est un problème qui montre que nous avons un problème avec notre diaspora. C'est vrai qu'il y a quelques pays d'Afrique de l'Ouest, comme par exemple le Ghana et même le Bénin aussi, qui ont encouragé des afro-descendants à venir s'installer et même leur donner la nationalité. Ça, je ne nie pas cela, c'est quelque chose de très positif. Mais, quand on essaie d'étudier les rapports de l'Afrique avec sa diaspora, d'une manière générale, on trouve très bien que nous sommes loin d'avoir une union avec 6 régions, la 6e étant la diaspora. Donc voilà à peu près quelques points qui nous montrent que nous avons encore du chemin à faire quant à bâtir cette union africaine des peuples. Donc, je résume ce que je suis en train de dire jusque-là. C'est que pour beaucoup d'Africains, l'Union africaine est une institution inutile. Inutile. Que c'est éloigné de leurs préoccupations. Et parmi les raisons qui les amènent à pouvoir s'exprimer de la sorte, c'est parce que on voit que là où on attend cette Union africaine, on ne la voit pas. Et j'ai énuméré quelques points. Premièrement, sur la question de la libre circulation des personnes et des biens. Deuxièmement, sur la question de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Troisièmement, sur la question des violations massives des droits humains. Quatrièmement, sur le rejet de l'identité africaine par des populations africaines. Cinquièmement, les lacunes constatées dans la promotion de la culture africaine. Et sixièmement, j'ai mentionné la question de l'Afrique et sa diaspora. Donc, voilà des problèmes qui amènent des gens à dire l'Union africaine, c'est une institution inutile. Mais les critiques ne sont pas à rejeter. Les critiques, ce sont des défis qui doivent nous amener à pouvoir nous améliorer. Vous voyez, les dictatures sont celles où l'on n'accepte pas la critique. Et lorsqu'on perd l'esprit critique, ou bien lorsqu'on n'accepte pas de pouvoir recevoir des critiques, c'est là où on a un terreau fertile pour l'émergence des dictatures. Donc, l'Union africaine ne doit pas avoir peur des critiques. L'Union africaine ne doit pas museler les voix critiques. L'Union africaine se doit de recevoir toutes les critiques, même les plus acerbes, comme étant des invitations à pouvoir s'améliorer. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler une union d'en haut et une union d'en bas.
L'union d'en haut, c'est cette union-là qui se limite au sommet des chefs d'État, aux rencontres des technocrates, des diplomates, et puis des rencontres, des sessions, des conférences, et avec toutes sortes de plans, avec des experts d'autres continents et nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une union africaine d'en haut. Mais la véritable union africaine, c'est celle qui doit émerger, celle qui doit venir du bas. C'est-à-dire, lorsqu'un Béninois se sentira frère d'un Congolais, lorsqu'un Rwandais se sentira frère avec un Tchadien, lorsqu'un Sud-Africain se sentira frère avec un Nigérian, lorsque les Africains, en se rencontrant entre eux, se sentiront frères et sœurs et fiers de l'être, et avec ce qu'on peut appeler, en paraphrasant une terminologie qu'on retrouve dans la théologie catholique, c'est-à-dire avec ce qu'on peut appeler une solidarité affective et effective. Je reprends, solidarité affective et effective. C'est-à-dire que lorsque les Africains ne vont pas se moquer d'autres Africains, mais ils vont se dire que ce qui se passe au nord du Mozambique, ça me touche, ça me fait souffrir. Ce qui se passe dans la région sahélo-saharienne, ça me touche et ça me fait souffrir. Ce qui se passe à l'est de la RDC, ça me touche et ça me fait souffrir. Donc, il y a d'abord ce qu'on peut appeler cette solidarité affective. Mais il n'y a pas que l'affectivité ou bien le cœur. La solidarité doit devenir aussi effective. Comment faire en sorte que nos frères et sœurs du nord du Mozambique puissent vivre en paix et en sécurité? Comment faire en sorte que les massacres depuis plus de 20 ans à l'est de la RDC puissent prendre fin? Comment faire en sorte que des paisibles populations ne puissent pas être tuées par des djihadistes au Sahel et cela n'émeut personne? Comment faire en sorte que l'Africain puisse se sentir en sécurité chez lui, mais en comptant sur le secours et l'appui d'autres Africains? C'est ce qu'on appelle la solidarité effective. Donc, il nous faut développer cette solidarité affective et en même temps aussi cette solidarité effective. Donc voilà pourquoi il est important plus que jamais de pouvoir promouvoir une union africaine des peuples. Lors de son discours d'investiture comme président de l'Union africaine, c'était le 6 février 2021 à Addis Abeba, pendant le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement, justement, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a développé la notion ou a proposé ce concept ou cette idée d'une union africaine au service des peuples. Une union africaine au service des peuples. Et il disait même qu'il faut faire sortir l'Union africaine des salles de conférence, des disques durs, et pour l'amener vers la population. Pour l'amener vers la population. Dans les écoles, dans les marchés, dans les villages, faire en sorte que cette union puisse servir les peuples d'Afrique. Si le président Tshisekedi en est venu à cette idée, je suis sûr et certain qu'il a dû écouter et être convaincu que le modèle actuel a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si tout était parfait,
et qu'il n'y avait pas lieu de critiquer le modèle actuel, pourquoi alors venir parler d'une Union africaine au service des peuples, d'une Union africaine qui doit sortir d'elle-même et qui doit aller maintenant rencontrer sa population. Donc, nous voyons déjà que dans les propositions du président actuel de l'Union africaine, il y a cette idée que notre Union africaine se doit d'être bâtie sur des fondations plus solides que ce n'est le cas aujourd'hui. Il parle d'une Union africaine au service des peuples, mais nous parlons d'une Union africaine des peuples. Parce qu'il y a une différence, quand bien même ça se rejoint. Une Union africaine au service des peuples, bon, c'est comme, oui, l'institution est là. On a constaté qu'elle était plus en train de s'occuper d'elle-même. Elle était auto-référenciée. Donc, s'occupant plus de sa survie, comme qui dirait. Et là, maintenant, on lui dit, bon, écoute, il faut maintenant aller rejoindre les peuples. Donc, faire en sorte que ce gros mécanisme qu'est l'Union africaine et ses institutions, les institutions continentales, puisse être davantage au service des peuples. Ça, c'est une manière de voir et c'est dans la bonne direction. Mais quand nous parlons d'Union africaine des peuples, c'est lorsque, avec ou sans intervention des dirigeants et même de l'institution panafricaine elle-même, des Africains vivent et se comportent vis-à-vis d'autres Africains comme étant frères et sœurs. Quand un Africain rencontre qu'un autre Africain, qu'il soit celui du continent ou de la diaspora, se dit, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. Et on vit de la sorte. Là, on a déjà ce qu'on peut appeler une manifestation, une épiphanie de l'Union africaine des peuples. Lorsque des Africains pourront aller vivre et travailler et même se marier avec d'autres Africains partout sur le continent, sans être victimes de xénophobie, sans être victimes de racisme, là oui, on parlera d'une Union africaine des peuples. Ce n'est pas simplement l'Union africaine qui est en train de servir des peuples, mais ce sont vraiment des peuples qui construisent cette Union africaine eux-mêmes. Donc, voilà, ça c'est, je pourrais dire, l'introduction à cette thématique, bâtir une Union africaine des peuples. Donc, voici ma proposition pour vous qui m'avez écouté, qui m'avez suivi. Donc, si vous êtes intéressé à pouvoir entrer dans ce débat, dans cette problématique, alors vos contributions sont les bienvenues. Nous voulons vous écouter. Nous voulons vous écouter. Quand je dis nous, je parle en tant qu'aumônier catholique auprès de l'Union africaine. Nous avons cette aumônerie Saint-Jean-Paul II auprès de l'Union africaine qui existe. Donc nous organisons des webinaires, nous organisons des conférences débats en ligne maintenant à cause de la pandémie, mais plus tard ça viendra physiquement. Mais nous voulons aussi recevoir des propositions de votre part. Donc j'ai essayé d'énumérer certains points qui font en sorte que le modèle actuel de l'Union africaine, vraiment ça ne marche pas, ou en tout cas ça montre qu'il y a problème. Donc maintenant l'idée c'est que si vous voulez vous joindre à nous dans le débat, alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous dire que bon, moi j'aimerais intervenir sur tel point. J'aimerais intervenir sur tel point pour faire en sorte que, avec des propositions qui marchent, bon, voilà, cette Union africaine des peuples puisse devenir une réalité. Évidemment, cette Union africaine des peuples, pour qu'elle devienne une réalité, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais on a besoin de la contribution des uns et des autres.
On a besoin à ce que chacun puisse dire, moi, voici ce qu'est ma part voici ma contribution que j'apporte au débat. Donc, si vous voulez vous joindre à nous dans ce débat, n'hésitez pas à pouvoir me contacter. Donc, mes contacts sont les suivants. Moi, je suis Père Louison Émeric Bisilambila. Donc, si vous voulez prendre part au débat, donc par email, vous pouvez m'écrire. L'email de l'aumônerie auprès de l'Union africaine, c'est en anglais, catholique en anglais, CATHOLIC, point African Union, African, avec N à la fin, Union, avec N à la fin, @gmail.com. catholic.africanunion.com. Non, sorry. catholic.africanunion@gmail.com. Gmail.com. Ou encore, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est le suivant. C'est le même numéro téléphonique que j'utilise ici à Addis Abeba. C'est le plus 251. Donc 251, c'est l'indicatif de l'Éthiopie. Plus 251, 900, ça dit 900, non, 900, 48, 50, 18. Je reprends. Plus 251, 900, 48, 50, 18. Et bien entendu, sur Facebook aussi, vous pouvez m'envoyer un message en inbox et je prendrai tout plaisir à lire votre contribution et aussi à vous mettre comme membre de cette séance de cette série de conférences sur l'Afrique comme continent de l'espérance. Donc voilà, je remercie infiniment vous tous qui avez pris du temps pour pouvoir suivre cette conférence, que ce soit vous qui nous avez suivis sur Facebook ou encore à partir de Zoom sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Dr Émeric. Et n'oubliez pas surtout d'envoyer vos propositions. Donc voilà, un grand merci à vous qui avez été présents en ligne et un grand merci aussi à ceux qui suivront cette conférence après l'enregistrement, c'est-à-dire en différé. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était pour introduire une série de conférences débats en ligne sur le thème de la promotion d'une Union africaine des peuples. À toutes et à tous, je souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.